maintenant sur TPT+. Place Journal. C'est un réel plaisir de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Les politiques se rivalisant d'ardeur lors des campagnes électorales présidentielles, proposant chacun au peuple un projet de société du modèle de la société congolaise qu'il veut. Mais le Congo que nous voulons, en effet, que le peuple veut, les anciens avaient déjà prédéfini sa vision de développement. Le Congo que nous voulons doit être d'abord uni, puis travailleur et enfin prospère. C'est une réflexion de Tivre Chivongo. Les politiques congolais de tous bords et de tous ordres rivalisent d'ardeur pour démontrer chacun la vision de développement qu'ils portent pour le Congo, notre cher et beau pays. Dans ces différentes visions sont révélés des bons projets de société au travers des discours qui tiennent les foules en haleine lors des campagnes électorales présidentielles. En tout cas, personne n'a jamais eu pour projet de société la mort des Congolais, la pauvreté des familles ou l'aliénation des droits tous azimuts du peuple congolais. Tous disent venir construire le Congo, le pacifier, le démocratiser. Toutes ces visées présidentielles de nos politiciens véhiculent pourtant des riches intentions. Mais seulement voilà, la vision qui doit développer le Congo est prédéfinie, telle une orientation divine pour ceux qui croient au pouvoir providentiel. Elle est contenue dans notre devise, unité, travail, progrès. De sorte que le Congo que nous voulons ne peut se bâtir autrement qu'à travers d'abord l'unité de ses filles et fils, une unité sous-tendue par la fraternité, elle-même sous-tendue par l'amour, la solidarité, le patriotisme. Cette sorte de fondement sur lequel peut se poser le sens du travail, mais du travail bien fait, seul moyen ou mécanisme pour prétendre parvenir à un vrai développement intégral, en effet, au progrès. Compris comme ça, l'on réalise donc qu'au fond, la vision de développement du Congo est toute tracée. C'est la seule vision de la mère patrie, lorsqu'on sait qu'on ne déplace pas la borne laissée par les anciens. Si l'on ne fait certainement pas sur la base de cette vision matrice, il n'y aura pas certainement d'oracle pour le Congo. Tous les petits projets de société qu'on peut concocter ou ambitionner ça et là pour le peuple congolais doivent prendre appui ou se fonder sur la vision mère, unité, travail, progrès. Il est temps qu'on cesse avec les projets politiciens qui font fi de cette devise. Des projets qui ne sont conçus que pour faire croire, pour attirer, nous voulons dire des projets démagogiques qui se révèlent n'être à la fin que des chimères. Des projets qui vous trouvent affamés, pauvres, chômeurs, malpropres, divisés, corrompus, tricheurs, malades, impayés, indisciplinés, assassinés, bref, des projets qui vous trouvent souffrant des biens des maux et qui vous laissent à la fin du quinquennat, si vous avez de la chance, avec les mêmes mots. Et si vous n'avez pas de la chance, ils vous multiplient les mots avant de partir. Hélas, le Congo que nous voulons doit simplement matérialiser notre devise, au point que l'unité ne soit plus une simple devise, mais une vie. Le travail de même et le progrès n'est que la conséquence des deux premiers piliers, c'est-à-dire l'unité et le travail. Trois piliers, imaginons le foyer traditionnel sur lequel l'on dispose une marmite sans souci, doivent être disposés par un patriote dans le pays pour que vive la marmite de développement qui donnera la nourriture au temps convenable à tous les fils et filles du Congo sans regarder son visage, demander son ethnie, son parti politique, son sexe, sa religion, le nom et fonction de son père ou de sa mère et surtout pas le contraindre à signer, semble-t-il, à une loge quelconque. Car on ne peut pas prétendre que le développement ait un rapport
ou soit assujettis à une appartenance à une loge, arborer des talismans, vénérer les fétiches ou la sorcellerie. Le développement est simplement la conséquence d'un travail bien fait, s'il vous plaît, rendu dans la discipline en respectant les normes ou les process prédéfinis. Faire autrement, c'est justement tuer le développement, meurtrir un peuple déjà meurtri par toutes sortes de misères. Le Congo que nous voulons doit être la manifestation physique de sa devise. Le Congo que nous voulons doit simplement être uni, travailleur et prospère. La révolution agricole, une des priorités de ce quinquennat de Denis Sassou Nguesso, c'est déjà faire le peu qu'on peut faire avec les moyens du bord. Le cas de nos maraîchers qui, tant soit peu, remplissent nos marchés des produits vivriers. Seulement, ils déplorent la problématique foncière des terres cultivables dans le périmètre de Pointe-Noire. Milano Royal pour ce reportage. Maraîchage ou horticulture maraîchère ou encore agriculture maraîchère est la culture des végétaux à usage alimentaire de manière professionnelle dans le but précis d'en faire un profit ou simplement d'en vivre. Au Congo de façon générale et à Pointe-Noire en particulier, la problématique des terres cultivables ne permet pas aux maraîchers d'exercer pleinement leur activité en vue d'une production conséquente pouvant contribuer tant soit peu à nourrir les populations de la capitale économique et peut-être même, pourquoi pas, contribuer efficacement à atteindre l'autosuffisance alimentaire que rêve toujours le chef de l'État. Surtout que l'agriculture est au cœur de son programme de travail de ce nouveau quinquennat avec l'idéal de la révolutionner. Au-delà d'un appui technique qui ne vient toujours pas, le manque d'eau dans certains sites, l'indisponibilité des terres propices au maraîchage se fait davantage ressentir. Comme ici, sur ce site de maraîchage, situé à cheval entre les arrondissements de Vunvu et 4 à Luandjili, traversé par la rivière Paris-Songa. Un site qui ne sert au maraîchage que durant la saison sèche, car en proie à des inondations en saison pluvieuse. bisika ya kolona ngo parce que na ba villa tozomona que le premier problème auquel nous sommes confrontés, c'est le manque de terres cultivables. Ici en ville, nous constatons que les gens construisent partout où jadis se pratiquait le maraîchage. L'État aussi nous interdit d'exercer cette activité aux abords des rivières. Eh bien, c'est vraiment difficile pour nous, car les autres espaces cultivables se trouvent très loin et nécessitent de prendre le transport, donc le bus. C'est pas du tout facile. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle les légumes se font rares sur le marché. Le second problème, c'est celui des grains, qui se vendent très cher aujourd'hui. Avant, cela ne coûtait pas autant. Par exemple, moi j'ai débuté avec le maraîchage en 2006. Il y en avait à 250 voire 500 francs. Les graines de choux étaient à 1800. Mais aujourd'hui, cela est passé à 5000 et le reste à 1000 francs. Tout est quasiment devenu plus cher. Le père de la nation voudrait que l'on fasse de l'agriculture, mais il faudrait qu'il regarde le problème des taxes et des transports pour que nous les obtenions à bas prix, afin que nous également puissions faire des bénéfices. Sinon, la famine s'invitera parce que les semences coûtent cher et que les terres cultivables sont éloignées. Il devrait donc nous laisser ou nous octroyer plus de terres, surtout celles aux abords des rivières. Germélie Komo est une jeune fille qui, en dehors de sa vie scolaire, s'adonne à l'agriculture maraîchère, notamment à ses heures perdues pour pouvoir subvenir à ses besoins, puisqu'étant orpheline de père. Elle est fière de pratiquer cette activité et aimerait bien voir ceux de son âge comprendre tôt que la terre ne ment pas, surtout ceux qui se plaignent du chômage. Ça me plaît pas trop de rester les bras croisés, c'est tout. Bon, vu que je fréquente, je trouve pas en ce moment comment est-ce que je vais faire avec l'école. Bon, ça, quand je vais aller faire ça, le matin, je peux me lever, j'arrose seulement, après je pars à l'école. Après-midi aussi, j'arrive, je fais. Ça me prend pas trop du temps, quoi. Non, j'ai pas peur. Même si on se moque du point, j'aurais peur de quoi? Parce que c'est pas eux qui me donnent l'argent. Si je fais pas ça, bon. Comme moi, je n'ai pas. Mon père est déjà mort, donc moi, si je fais pas ça, comment je vais faire pour préparer la rentrée? Quant à moi, je peux dire qu'il n'y a pas de sous-métier. Tout ce que quelqu'un peut mettre en route, qu'on peut manger, ça marche. Mais tu peux vendre les mangues, tout. Si on achète ces mots, même 100 francs, 200, c'est déjà l'argent. Donc, c'est pas haut pour avoir l'argent, il faut que tu puisses travailler dans un bureau, non. Même ça aussi, c'est de l'argent. Quand ça va être prêt déjà pour vendre, là, c'est de l'argent. Donc, pour avoir l'argent, il ne faut pas avoir une grande compagnie, tout. Même moi, ça, quand je peux vendre sur le marché, bon, l'argent là me permet aussi pour m'occuper de moi-même.
Pour Alain Tati, les autorités en charge de ces questions agricoles devraient jeter un regard particulier à ce domaine clé du développement et non s'arrêter à de simples slogans qui restent le plus souvent lettres mortes, afin tant soit peu de pallier à la flambée des prix des légumes sur le marché, une flambée due très souvent à la cherté des semences. Quand nous plantons, nous nourrissons les populations, mais le mal est que nous ne sommes pas soutenus et nous manquons de semences et du matériel tels que des râteaux, des bottes et autres. Mais malgré cela, nous travaillons quand même. Les slogans c'est bien, mais il faut les mettre en pratique. Ça, c'est des grès de l'Indif. Nous les achetons à 2000, tu vois. 2000 francs. Et ça, c'est de l'épinard. Le sac que tu vois coûte 6000 francs CFA. La mise à disposition par les autorités compétentes des terres cultivables aux maraîchers et un accompagnement conséquent pourra faire que les maraîchers contribuent à la sécurité et à l'indépendance alimentaire. Rien à voir avec ce qui précède. Quitterons-nous tous ces terres sans pourtant voir la problématique des délestages être résolue. Énergie électrique du Congo et délestage intempestif, contre-performance ou incompétence. Tentative de réponse dans ce reportage de Chivongo. Pour le bien-être de tous les abonnés de la SNE, Société Nationale d'Électricité de Fant, nous nous sommes préoccupés de comprendre réellement ce que veut dire le mot délestage. Ce mot qu'on nous a collé un jour et qui est devenu notre quotidien avec tout le cortège des malheurs qui en découlent. En électricité, délestage veut dire suppression de l'alimentation d'un groupe d'appareils ou de clients afin d'éviter la saturation de l'alimentation électrique et l'effondrement du service qui en découle. Vous comprenez que le délestage ne devrait pas être une opération électrique perpétuelle ou traditionnelle, mais une opération circonstancielle, consistant à supprimer l'alimentation d'une partie des clients pour éviter justement la saturation de l'alimentation électrique et ipso facto l'effondrement du service qui en découle. L'on comprend que pour régler définitivement cette malédiction du délestage, appelons ça comme ça, loin d'être ingénieur, il faut simplement et honnêtement supprimer une partie des clients pour décongestionner le réseau électrique en attendant que la défunte SNE investisse encore dans l'acquisition d'une bonne quantité de transformateurs. Hélas, non seulement que la SNE défunte ne supprime pas une partie de ses clients du réseau électrique, mais elle n'arrête pas aussi jusqu'ici à recevoir les nouveaux abonnés, sachant que son réseau est saturé depuis belle lurette. Et dire que le délestage est fait pour éviter un danger, la saturation du courant électrique qui a pour conséquence l'effondrement du service. Voilà pourquoi d'ailleurs nous constatons dans nos maisons des courts-circuits, des baisses et augmentations anormales de tension électrique, des interruptions et rétablissements brusques de l'électricité, bref, des délestages intempestifs qui du reste sont à l'origine de certaines électrocutions, de certains incendies et de certains endommagements de nos appareils électriques, et cela sans conséquence pour la SNE qui jouit d'une immunité qui ne dit pas son nom, ou plutôt de l'ignorance de ses abonnés qui ne savent pas que le Congo est un état de droit. Parlons de supprimer une partie de ses clients pour éviter la saturation du réseau, c'est déjà savoir éteindre les ampoules dans nos maisons dans la journée lorsque la lumière n'est pas utile. Une manière d'atténuer tant soit peu cette saturation dont il est question. Seulement voilà, ces lampadaires publics situés sur le boulevard Sunda dans le 2e arrondissement Vunvu sont restés allumés du 1er janvier au 31 décembre, comme sur bien des artères principales et secondaires de la ville capitale économique, sans que s'en inquiètent les ayants droit. L'on ne sait pas trop si c'est la mairie ou la SNE, appelée à les éteindre la journée pour une gestion rationnelle de l'alimentation publique, toujours dans l'objectif ou dans le souci d'atténuer la saturation. Quand c'était la Société Nationale d'Électricité, la conversion ou le changement de nom a été justifié en plein conseil de ministres, traitant l'ancienne gestion de contre-performance. Les faiblesses accentuées et constatées de la nouvelle gestion. La gestion EKRC, Énergie électrique du Congo. Comment l'appellerons-nous? Incompétence, chacun peut trouver son qualificatif. Comme si l'on avait simplement déshabillé Pierre pour habiller Paul. SNE, EKRC, tabac de la même pipe. Les abonnés sont fatigués. Le nouveau ministre de l'énergie et de l'hydraulique
qui décriait cela avec la population dans sa veste d'opposant devrait comprendre que les populations l'attendent là, à la solution définitive au problème de délestage, qu'il remue ciel et terre pour régler cette problématique qui dure beaucoup de décennies. Longtemps restée dans les oubliettes, même pendant la municipalisation accélérée, la route nationale numéro 5 et ses bretelles sont sorties du silence observé pour faire ce plaidoyer en passant par la voix des sans-voix Tivungo suivant. C'est vous-même qui dites au cours de vos conseils de ministres que la route est un facteur de développement. Vous ne vous arrêtez pas là. Vous avez aussi ajouté que la route du développement passe par le développement de la route. Si vous le comprenez ainsi, alors pourquoi m'avez-vous négligé jusqu'ici? C'est moi-même qui vous interpelle. Route nationale numéro 5, Pointe-Noire-Gabon, sans perdre de vue ma fillette, la bretelle qui traverse le village Koutou, village centre du district de Madingokai. C'est l'itinéraire de la boucle du Kouilou dont vous avez lancé les travaux, non pas pour me bitumer, mais pour juste me niveler. Hélas, pourquoi ce mépris de votre part? Et en quoi me méprisez-vous? Je suis une route nationale et vous dessert au même titre que toutes les autres nationales de la République. Pourquoi vous ne m'avez bituné que jusqu'à hauteur de Tandoyumbi? Moi aussi, je voudrais bien vous offrir une circulation de qualité, une circulation fluide, sans saute-mouton. Je voudrais être aussi une route de développement pour que les paysans écoulent leurs produits agricoles sans trop de tracasseries comme c'est le cas jusqu'ici. Car je vois mes usagers souffrir, se débrouiller en saison sèche comme en saison de pluie, pour se frayer un chemin au prix de l'endommagement répété de leur suspension et même de leur vie. Oui, j'ai vu des gens mourir, faute de rareté de moyens de transport à cause de mon mauvais état. En effet, en saison de pluie, je suis rempli de boue et de marre d'eau. Et en saison sèche, je suis rempli de sable comme vous le constatez vous-même. Ah, si j'avais des mains comme vous, je le ferais moi-même. Et si j'avais des parents au gouvernement, ils m'auraient déjà bitumé, c'est sûr. Et pourtant, on m'emprunte pour aller exploiter la potasse, l'or, pour atteindre le parc national Nkonkwati Doli et bien d'autres richesses que renferment les districts de Nzambi et de Madingokai. Pourquoi je ne jouis pas des retombées de ces richesses naturelles, ne fût-ce que pour me bitumer, même si vous ne m'alimentez pas en lampadaire public? En tout cas, loin de moi la prétention de rechercher à être une route lourde, comme ma sœur, la nationale numéro 1, ou une autoroute, pour que vous me parliez de budget menacé par le Covid-19. Je sollicite être bitumé le plus simplement possible. Car moi aussi me réjouis au même titre que vous pour la nomination d'Anatole Coliné Makosso, fils du terroir, aux fonctions de Premier ministre. Pour votre gouverne, Monsieur le Premier ministre m'emprunte si souvent pour se rendre dans son modeste village Yanga. Je pense qu'il ne m'oubliera pas dans son agenda de construction des infrastructures routières à bitumer et non à niveler. C'est pour votre bien-être que je le dis, s'il vous plaît. Signé de ma propre main, route nationale numéro 5, Pointe-Noire-Gabon, assisté de ma fillette, la boucle du Kouilou. Dans ce pays, l'on a eu comme modèle de gouvernance la gestion axée sur les résultats qu'on abrégeait la gare. Ce bon modèle avait bizarrement disparu sans nous donner les résultats escomptés puisque nous souffrons jusqu'ici de tout. Gestion axée sur les résultats, conditions de travail et élections est la thématique de cet éditorial de Tivungo. La gare, gestion axée sur les résultats. Cette vision de gestion optimale des affaires publiques, le cas échéant, a été déjà adoptée dans notre pays, sur instruction du visionnaire président de la République, Denis Sassou Nguesso, comme modèle de gouvernance. Et toutes les fois que les gouvernants prennent des initiatives de bonne gouvernance de la chose publique, le peuple est enthousiasmé et confiant de leurs gouvernants. Car cette bonne gestion vise directement son bien-être, le bien-être du peuple. Et la mauvaise gestion de la chose publique est pour la plupart des cas un fait exprès, puisqu'elle vise systématiquement le bien-être de soi. Et soi ici, c'est l'autorité publique elle-même. Ce n'est un secret pour personne. Même pendant que la gestion des affaires publiques est médiocre et chaotique, nos autorités vivent dans l'opulence, sinon dans un luxe insolent. À commencer par les conditions de travail. Elles, nos autorités, travaillent dans tout le confort possible. Loin de nous la pensée de dire qu'elles n'ont pas le droit.
il va de soi. Seulement, les bonnes conditions de travail ne sont pas un luxe, s'il vous plaît, et ne doivent pas être l'apanage des autorités, mais c'est une exigence de la loi du travail pour tous. Or que toutes les structures sous tutelle des ministères, ou presque, travaillent dans des conditions, hélas, inhumaines. Ces structures manquent presque de tout, même des toilettes décentes. La gestion axée sur les résultats, la gare, que le gouvernement Makosso vient de rattraper, sinon de ressusciter. Ce qui manifeste d'ailleurs une volonté de bien faire, c'est aussi des bonnes conditions de travail. Sinon, comment atteindre les résultats attendus si l'on n'est pas placé dans des dispositions environnementales de travail propres à produire des résultats? On dit souvent, le confort inspire. Comme quoi, un homme, une mission, des moyens. En tout cas, pas de gestion axée sur les résultats sans ce triptyque réfléchi. La gare, à l'époque, n'a fait que la une des discours des ministres et autres autorités d'alors, exploités en simple slogan pour encenser le président de la République, façon de garantir le poste. Alors que c'est la mise en pratique justement de la gare, même sans citer le nom du président de la République, qui doit garantir d'abord au président le fauteuil présidentiel à travers la confiance renouvelée d'un peuple content. Ce n'est qu'en ce net moment que le ministre et autres garantiront leur poste. Et dire que lorsque le chef de l'État instruisit le gouvernement sur la gare, donc la gestion axée sur les résultats, le Congo traversait une période de vache grasse. Et pourtant, les résultats sont aujourd'hui certainement mitigés, si l'on peut se prêter à une évaluation. Car les problèmes d'eau, d'électricité, des pièces d'état civil, d'études, de voyages, de procédures administratives, du manger et du boire, bref, des services publics, même élémentaires, sont encore sans résultat. La preuve, c'est qu'après les slogans qui hantent tout aussi duré que le temps d'une rose, la gare avait disparu, même des discours, déjà que les actes ne suivaient pas toujours. Que le Premier ministre Anatole Koliné Makosso ait mis en musique, sur instruction du président de la République, la synergie des ministères selon leur champ d'action, au travers des mini-équipes de travail pour définir ensemble les priorités de travail des uns et des autres dans cette fourchette dite de 100 jours, le premier groupe ou équipe de travail dirigé par le Premier ministre a remis sur la table de la gouvernance, certainement toujours sur instruction du président de la République, la notion gare, gestion axée sur les résultats à juste titre d'ailleurs. Et nous disons qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. L'on ne peut pas gérer les autres, en effet, le patrimoine commun dans le vaille-que-vaille, sans se préoccuper d'atteindre les résultats escomptés. Ces résultats, à vrai dire, chers politiques, c'est votre caution, donc votre garantie pour la prochaine élection, même sans battre campagne. La bonne gouvernance est la meilleure des campagnes électorales. Page internationale à présent. Les militaires en Guinée n'ont pas encore approuvé ou non le calendrier de la CEDEAO qui exige l'organisation des élections dans 6 mois. Illustration avec Africa News. Les résolutions de la CEDEAO passent mal en Guinée. La mission ouest-africaine conduite par les présidents Nana Akufo-Addo et Alassane Ouattara est venue appuyer vendredi les suggestions de leur commission qui exige une courte période de transition qui doit déboucher sur l'organisation des élections législatives et présidentielles dans un délai de 6 mois. Où était la CEDEAO lorsque Alpha Condé changeait la constitution? Je me demande où il était. Lorsque Alpha Condé voulait se présenter pour le 3e mandat, où la CEDEAO était? Où la CEDEAO était lorsque le peuple de Guinée subissait de l'injustice, de l'inégalité? Où était la CEDEAO? L'institution de l'Afrique de l'Ouest ne peut pas se permettre de fixer un calendrier pour la transition guinéenne. Tandis que la Guinée est un pays souverain, nous sommes en mesure de tracer notre propre chemin. On ne peut pas organiser une élection dans 6 mois. Et imaginez, la Guinée vient d'une élection et on sait très bien comment les élections se passent en Guinée. Selon le colonel Mamadi Doumbouya, le seul calendrier qui vaille est celui du peuple guinéen.
Les Kenyans sont en colère face à la hausse du prix du carburant après la fin des subventions. Plus d'informations dans ce reportage d'Africa News. L'arrêt des subventions sur le carburant au Kenya a fait grimper le prix du précieux liquide à la pompe. Initialement, la mesure devait servir à alléger la souffrance d'une population prise en étau entre crise sanitaire et crise économique. Mais sa suspension alors que la pandémie de coronavirus est toujours d'actualité dans le pays a pris de court toute la population. Il y a un peu plus de 2 ans, le carburant était vendu au détail à près de 65 shillings, environ 0,6 $. Aujourd'hui, le super est vendu au détail à 135 shillings, soit plus du double. Cela pèse sur nos poches, car la pandémie également nous empêche d'avoir une vie normale. Le vice-président William Ruto, en guerre ouverte avec le président, a également critiqué cette suspension des subventions sur le carburant. Dans notre pays, les prix sont plus élevés. L'Ouganda fait entrer le carburant dans son pays par le Kenya. La Tanzanie fait également transiter son carburant par le Kenya. Ce qui nous met en colère, c'est que l'augmentation des prix du carburant va faire augmenter les prix des autres produits. La Fédération kenyane des consommateurs craint pour sa part que cette augmentation n'impacte le coût de la vie. Et enfin, Abdelaziz Bouteflika est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie. Africa News, une fois de plus. Ancien diplomate. Déchu en avril 2019 et invisible depuis lors, l'ancien président Abdelaziz Bouteflika est mort vendredi 17 septembre dans sa résidence médicalisée de Zeralda. Sous la pression du mouvement Irak, il avait jeté l'éponge et renoncé à un 5e mandat. Président algérien de 1999 à 2019, ses apparitions en public étaient devenues rares depuis son accident vasculo-cérébral en 2013. Né le 2 mars 1937 à Oujda au Maroc, il rejoint l'armée de libération nationale en 1956 qui lutte contre la présence coloniale française en Algérie. Bouteflika accumulera plusieurs postes ministériels avant de connaître un exil à Dubaï de 1981 à 1987. Il est alors élu président de la République en avril 1999 après le retrait de tous ses adversaires qui dénoncent des fraudes. En septembre de la même année, il fait approuver par référendum l'amnistie d'islamistes après la guerre civile de 92 à 99 qui aura fait des milliers de morts. Abdelaziz Bouteflika est alors considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale qui a permis de rétablir la paix en Algérie. Cependant, celui qui fut à 26 ans le plus jeune ministre des Affaires étrangères au monde ne renvoyait plus que l'image d'un homme obsédé par le pouvoir. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bon week-end à tous. Au revoir.